Bonjour à tous. Il est midi 31 à Bruxelles. Soyez tous les bienvenus à ce webinaire sur réformer le climat des investissements pour répondre à la crise du Covid-19 dans les États d'Afrique, Caraïbes et du Pacifique. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Je vois des participants de nombreux pays ACP. Je vois des participants du Sénégal, du Madagascar, du Togo, Burkina Faso et nombreux d'autres pays. Donc, merci beaucoup d'être nombreux aujourd'hui à nous rejoindre. Comme vous le savez bien, le sujet de la réforme au climat des affaires est d'extrême importance pour les pays ACP, notamment dans le contexte actuel, non seulement pour faire face à la crise actuelle, mais aussi pour entamer une reprise économique d'une façon effective et durable. Je suis Diego Borrero, je me présente, je fais partie de la facilité ICR, ici à Bruxelles. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Dr César Cordova. Dr César Cordova, il est ancien directeur adjoint du programme de réforme réglementaire à l'OCDE, ancien négociateur du NAFTA, le traité de libre-échange entre Canada, États-Unis et Mexique. Il a publié beaucoup d'articles sur ce sujet. Il a une grande expérience ayant soutenu des réformes pour la croissance économique dans plus de 40 pays. Donc, avant de commencer, quelques mots à propos de la facilité ICR. En fait, ICR, c'est une initiative à travers laquelle on donne de l'assistance technique pour améliorer le climat des affaires dans les pays ACP, Afrique, Caraïbes et Pacifique, les 79 pays qui composent ce groupe d'États. ICR, cette initiative, est financée par l'Union européenne, l'Organisation des États d'Afrique, Caraïbes et Pacifique, sous le 11e Fonds de développement européen, ainsi que le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement et le British Council. Ceci finance la facilité et on est 4 agences pour la mise en œuvre, GIZ, British Council, Expertise France et SNV. La facilité ICR opère sous 3 axes. Tout premièrement, on dirait l'axe de réforme des affaires, du climat des affaires. À travers cet axe, nous soutenons des réformes au niveau des différents domaines de l'environnement des affaires, des domaines tels que l'enregistrement des entreprises ou l'accès au crédit, ainsi que d'autres domaines. Le deuxième axe de travail de la facilité, c'est comment justement soutenir la durabilité de l'environnement des affaires à travers une assistance technique pour rendre ce climat des affaires plus inclusif, plus égalitaire entre âges, entre genres, entre segments de la population, ainsi que comment rendre cet environnement des affaires plus amical avec l'environnement et contribuant à la mitigation du changement climatique. Et troisièmement, le troisième axe de travail, c'est le DPP, le dialogue public-privé. La facilité soutient aussi, avec de l'assistance technique, les processus de dialogue entre public et privé, toutes les structures, tous les mécanismes, tous les différentes initiatives de dialogue public-privé qui sont essentielles justement pour la bonne conception et la bonne mise en œuvre de ces réformes. Donc, ceci sont les 3 axes de la facilité.
Et pour finir, ce webinaire, en fait, fait partie de notre série de webinaires COVID, et les participants de ce webinaire pourront accéder en fait à une assistance personnalisée entre votre organisation et l'expert. Donc, restez attentifs à la fin de ce webinaire où nous allons expliquer comment y accéder à ce qu'on appelle ces cliniques. Donc, finalement aussi, je vous invite à poser vos questions dans l'espace accordé dans votre écran pour les lire et les traiter tout au long de cette séance. Donc, merci et bienvenue César, le microphone est à vous. Merci beaucoup Diego. Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Je sais que le soleil ne se couche pas parmi les pays ACP. Je suis très heureux d'être ici. Je tiens tout d'abord à remercier la facilité ICR ainsi que ses donneurs, ses financiers pour cette belle entreprise, belle initiative. Alors voilà, j'ai à peu près 45, un petit peu plus, un petit peu moins de minutes pour essayer de recentrer ce thème que l'on connaît bien depuis quelques années, mais avec cette nouvelle couleur, cette couleur très forte du Covid, de cette pandémie qui fait ravage. Alors, nous allons... Sopaline, je n'ai pas contact sur les sur les slides. Voilà, non. Voilà. Non, je pas. Voilà, ça y est. Voilà, pardon. Excusez-moi. Donc, c'est une présentation en 4 parties. La première, simplement, c'est le contexte. Je ne vais pas passer beaucoup de temps. Vous le connaissez probablement mieux que moi par rapport à vos pays. La deuxième partie, c'est un peu ce que je dirais l'urgence réglementaire et comme vous verrez, l'amélioration de l'environnement des entreprises dans un contexte de crise comme celui-ci. Pour les pays comme les pays ACP, je les conçois beaucoup plus réglementaires qu'à partir d'autres instruments de politique publique et on en discutera. Les deux dernières parties, c'est plutôt la boîte à outils, comment voir la boîte à outils et comment utiliser certains de ces outils dans un contexte de reprise, de pandémie, etc. Alors, comme vous savez, comme vous imaginez, le Covid frappe et frappera durement l'économie mondiale, l'économie de vos pays, l'économie de vos régions, l'économie de vos villes. Ce sera certainement une deuxième grande dépression aussi forte, aussi terrible que celle qu'il y a eu il y a 90 ans dans le monde. Il y a des statistiques, je ne vais pas vous les rappeler, vous les trouverez dans le mondial, les fonds monétaires internationaux, dans vos différentes statistiques. Il y aura des pays qui seront moins atteints, mais tout le monde sera atteint. Et plus on sera atteint, plus tout le monde sera atteint. Donc ici, il y a aussi un effet boule de neige qui va s'effectuer. Donc, pour l'instant, ça fait à peu près 6 mois, un peu plus, que cette pandémie a commencé. Et certainement, on n'a encore pas tout vu. On commence à percevoir, les données commencent à tomber. Et c'est vrai, ce n'est pas très facile pour les affaires, pour les gens, pour les hommes, les femmes, les enfants qui vivent dans notre planète et dans les pays ACP. Alors, qu'est-ce que ça va changer? Beaucoup de choses. Et je suis, j'ai pas traduit cette phrase, mais sans trouver ce vaccin, et même en trouvant le vaccin tout de suite et en essayant de le déployer partout dans le monde, il y aura de très forts changements dans la structure de l'économie mondiale, nationale. Il y aura des secteurs qui vont gagner, il y aura des secteurs qui vont perdre. Dans les régions, il y a des régions qui vont gagner, il y aura des régions qui vont perdre, il y aura des parties de la ville, il y aura des gens. Je ne vais peut-être pas trop
discuter ici sur l'effet inégalitaire de cette crise. Je pense que cela mériterait même un webinaire particulier, étant donné que l'effet inégalitaire va permettre toute mon exposition. Mais certainement, la structure économique va changer. Certainement, la dette publique affectera la croissance. Ce sera certainement une des données. Vous avez déjà vu comment vos pays, comment les grands pays, comment les régions commencent à essayer de faire rapidement redémarrer l'économie en faisant de l'expansion économique. Comme vous savez, heureusement, les taux d'intérêt sont faibles et on peut faire ça, mais de toute façon, on le verra, c'est une expansion énorme, mais cette expansion crée une dette. Et donc, il y aura de la dette, il y aura de la dette pour les entreprises, il y aura de la dette pour les particuliers, il y aura de la dette pour les États. Tout cela, avec tout l'effet inégalitaire du changement, aura des turbulences monétaires. Peut-être maintenant on ne le conçoit pas très bien, à part peut-être les augmentations de certaines monnaies phares, mais il y aura des turbulences monétaires. C'est ce qu'on a vu lors de la grande crise, de la grande dépression, c'est que certains pays ne pourront pas et devront dévaluer. Donc, il y aura encore cette grande inconnue qui va être ce problème monétaire. Tout cela, ça va affecter bien sûr les pays ACP. Au niveau du commerce, au niveau de l'envoi des fonds des migrants, au niveau bien sûr du voyage, du tourisme, du service, au niveau de l'exportation primaire et bien sûr au niveau des investissements étrangers. On ne sait pas très bien, ça va être inégalitaire, certains secteurs iront plus mieux, plus vite que d'autres. Mais c'est une des questions que l'on essaiera de voir un peu plus tard. Et dans tout cela, et c'est peut-être cela que l'on va discuter aujourd'hui, il y aura des changements dans le règlement, dans les lois, etc. Où en sommes-nous? De nouveau, tout est très opaque encore, mais il est certain que les pays et les régions même sont dans une situation différente par rapport à la crise sanitaire. Et ça, c'est ce que je voudrais essayer de cibler avec vous, c'est bien voir que c'est la crise sanitaire qui provoque la crise économique, probablement même plus tard la crise politique. Mais pour l'instant, on va faire la crise sanitaire. Et bien sûr, maintenant, tout le monde est expert en pandémie. On sait ce que cela signifie, c'est la courbe. C'est comment aplanir cette courbe. Une crise sanitaire de type viral, c'est géométrique. Donc, ça monte très, très rapidement. Et tant qu'on n'arrive pas à contrôler cette géométrie, on a une énorme vague. Et pendant cette vague, tout s'arrête, tout doit s'arrêter. Les gens ont peur, les consommateurs ont peur, les entreprises ferment, les gens ne veulent plus sortir, les gens ne peuvent plus sortir. Et donc, on ne pourra agir que quand cette vague, quand cette énorme vague commence à passer. Ça s'appelle, dans le jargon, aplanir la courbe. Donc, il y aura certains de vous qui ont déjà passé la courbe, il y en a certains qui sont au milieu, ils sont en train encore de lutter, il y en a certains qui n'ont pas encore reçu la courbe. Donc, de nouveau, tout ce que je vais dire, il faudra le faire, il faudra l'analyser dans votre contexte, où vous vous trouvez. Et ce que je veux aussi vous dire, c'est que dans chacune de ces affaires, il y a un composant, bien sûr, une politique réglementaire qui peut aider l'environnement des entreprises. Ici, je répète, il y a, et ma présentation essaiera de diviser durant la crise sanitaire, qu'est-ce que les États peuvent faire, qu'est-ce que les gouvernements peuvent faire, surtout avec la politique réglementaire, mais avec d'autres politiques, après l'aplatissement de la courbe, c'est-à-dire comment reprendre de l'économie, comment refaire une économie, et bien sûr le long terme, comment éviter, pas tellement que la deuxième vague arrive, mais comment essayer que ce redépart puisse être non seulement soutenable, mais puisse permettre au pays de regagner le temps, la richesse perdue, les emplois perdus. Donc, on commencera par la première partie, c'est bien sûr la constatation. Ce sera plus difficile pour les pays.
pauvres que pour les pays riches. On le voit dès maintenant, ça va créer des énormes imbalancements, et donc il faudra essayer de voir toute politique de manière agile et particulière, non seulement au pays, mais même à la région où se trouve cette crise, en pleine crise sanitaire. Je pense que l'important dans une crise sanitaire comme celle-ci, ce sera sauvegarder l'état de droit, éviter la panique, éviter la destruction de l'État et de la société. Pour l'instant, il semblerait que même dans les pays les plus touchés, cela a été le cas. Et donc, on continue en état de droit, et c'est très important pour tout ce qui viendra plus tard. Nous savons aussi que beaucoup de solutions, surtout au niveau vraiment de gestion de la crise, mais même de la gestion de l'après-crise, se fera au niveau des infranationaux, c'est-à-dire au niveau des villes, au niveau des municipalités, au niveau des régions. Ça ne veut pas dire que, bien sûr, les ensembles internationaux ou le monde pourra réagir de manière cohérente, mais certainement une crise comme celle-ci affecte rapidement au niveau micro. Et vraiment, et c'est là où probablement les premières actions, vous verrez, seront au niveau presque des villes, des quartiers, des alentours des hôpitaux. Il y aura certainement une chose, et c'est aussi une constatation, c'est d'éviter les fake news, les créateurs de fausses nouvelles. Et je pense qu'aussi ce qui a montré la crise, c'est qu'il y a besoin d'une expertise. Que finalement, beaucoup de populistes ou de personnes qui ne croyaient pas aux experts ont eu conscience qu'on peut avoir plus confiance, qu'il faut savoir comment la pandémie progresse, qui sont touchés, comment on peut savoir qu'est-ce qu'il faut tester, qu'il ne faut pas tester. Donc ça, c'est, je pense, très important pour une politique de gestion de crise, mais aussi de post-crise. C'est-à-dire pouvoir obtenir le meilleur fait, la meilleure évidence sur comment se déroule, comment se fait, pour essayer de mieux cibler l'action, de mieux utiliser les ressources que l'on a. Et bien sûr, c'est ce que l'on a vu, c'est l'utilisation des moyens massifs d'information, depuis les réseaux sociaux jusqu'à l'Internet, jusqu'à différents autres types de plateformes qui ont été à la fois utiles, parfois peut-être beaucoup moins, mais certainement c'est devenu un élément important du gouvernement, des gouvernements, pour essayer de gérer cette crise, de communiquer le plus, et bien sûr de créer confiance. C'est-à-dire, ce n'est pas la peine, et là aussi on peut voir les méfaits d'une propagande non basée sur les faits, mais c'est les gouvernements qui sont le plus liés aux faits de gestion, quelles sont les interdictions, quelles sont les possibilités qui permettent une meilleure suivi des règles, compliance, et donc ceci permet un état de droit et permettra sûrement un meilleur et plus rapide rétablissement. Bien sûr, depuis 6 mois, on a vu déjà une énorme création d'instruments de politique, d'outils. Ce serait vraiment ici quelques-uns des exemples utilisés par les pays de l'OCDE pour essayer d'améliorer la situation des affaires. Je ne vais pas en discuter tous. Par ailleurs, vous verrez que beaucoup de pays ont travaillé sur l'emploi, d'autres sur la fiscalité et les contributions, d'autres sur les aides, les instruments financiers, et bien sûr, certains ont commencé à travailler sur des politiques structurelles, par exemple, soutien aux nouveaux marchés, c'est par exemple aider certaines entreprises à recanaliser, même à retransformer leur système de production, la production de masques ou de production de gel hydroalcoolique, beaucoup de nouveaux modes de gestion dans le télétravail, de l'innovation.
dans différents aspects de la formation. Un webinaire comme celui-ci n'aurait pas été possible ou même imaginable il y a 9 mois. Et bien sûr, une composante d'allègement réglementaire. De nouveau, je ne vais pas pouvoir discuter chacune de ces outils, mais peut-être dans un autre webinaire, on pourra en aller plus à fond. Maintenant, imaginons que finalement, après la crise, doivent se préparer. Qu'est-ce qu'on fait après cette vague? Et ici, ce que l'on sait, c'est que la crise sera précaire. Après, l'environnement sera une précarité, il y aura des survivants, il n'y en aura pas, et que ce sera beaucoup plus douloureux et beaucoup plus compliqué le redémarrage. On l'a vu en Chine, la Chine est sortie presque en mars, et certainement, ils ont pris beaucoup de temps, et de nouveau, ce redémarrage a été fait plutôt avec les grands groupes plutôt qu'avec les petites entreprises. Donc, il y a eu un très très fort impact sur les moyennes petites entreprises, pour ne pas parler maintenant de... Ce que l'on sait aussi de la crise, et ça on l'a déjà vu, c'est que les pays riches ont promis une expansion économique sans égale, 10 000 milliards de dollars pour sauver l'économie. C'est énorme, c'est 3 fois plus que la crise financière, et cela en 3 mois. C'est à peu près le montant en dollars constants à 30 fois le plan Marshall. Donc, c'est une énorme masse d'argent, et cela continue. On l'a vu ici en France avec le président Macron présenter de nouveaux chiffres hier pour aider le redémarrage de l'économie. Et bien sûr, il y a toute l'aide pour les pays ACP et tout pour les pays de développement. Je serais peut-être un peu pessimiste de dire qu'il ne sera pas autant, mais il y aura. Je pense qu'il y a une conscience au niveau des grands organismes internationaux, y compris bien sûr l'Union européenne et les donateurs, sur la nécessité d'aider tous les pays à lutter contre cette pandémie. Tant que tout le monde n'est pas sauvé, cette pandémie revient. Il y aura, comme je vous l'ai dit, un énorme impact inégalitaire, et cela en fera encore plus important la nécessité d'avoir un monde meilleur et plus juste face au prochain grand challenge. Donc, voilà le contexte et qu'est-ce que l'on peut faire. Je crois qu'une crise, et cela c'est écrit depuis Machiavel, c'est la pire des situations présente les meilleures occasions. Un politicien américain a dit qu'on ne devrait pas pouvoir louper une crise pour faire les grands changements. Une crise, c'est vraiment le moment où on peut revoir, on peut repenser, on peut débloquer, on peut rebouger, on peut reprendre l'initiative. Je pense que c'est dans ce sens-là que je voudrais continuer avec mon exposé. Je crois que, bien sûr, une crise n'est pas bénéfique. Elle va créer beaucoup de misère, elle va créer beaucoup de problèmes. Mais je pense qu'il y a la crise aussi qui va peut-être nous permettre de mieux voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, ce qui peut fonctionner mieux. Et bien sûr, pour engager de nouvelles approches, pour un meilleur environnement des entreprises, pour un meilleur, plus soutenable, plus égalitaire, si cela est plus effectif. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut prendre cette crise d'un point de vue de tous les pays, mais en particulier des pays de l'ACP. Et dans la suivante partie, je vous montrerai comment certains pays s'y sont mis, comment certains pays en développement émergents ont pu prendre et ont commencé à prendre des mesures pour utiliser cette crise pour aller non seulement se relever, mais à aller au-delà et à aller plus loin. Donc, cette partie, c'est que faire? Que peut-on faire devant une crise comme celle-ci d'un point de vue des ACP? Comme vous probablement vous savez, un État, un gouvernement, a ce qu'on appelle les instruments politiques. Ceci est
les typiques, la vision OCDE, la théorie des instruments. Il y a une politique fiscale, il y a une politique budgétaire, il y a une politique d'information, il y a une politique réglementaire qui est plutôt les lois, les réglementations, les sanctions. Bien sûr, on pourrait parler que les États aussi ont le monopole de la force, mais bon, je ne l'ai pas mis, mais c'est certainement un instrument de politique. C'est utiliser l'armée, utiliser différents outils de force. Mais d'un point de vue de l'amélioration de l'environnement des entreprises, c'est plutôt ces quatre-là. Et vous l'avez vu dans le slide auparavant. C'est à peu près au niveau fiscal, au niveau budgétaire, au niveau de l'information et de la communication, et surtout au niveau de la réglementation. Et c'est cela que j'aimerais vous dire. Vous verrez que pour les pays de l'ACP, la partie fiscale est plutôt restreinte. Vous ne pouvez ni augmenter vos impôts, ni les descendre beaucoup plus. Déjà, une grosse informalité va créer et vos services publics, vos services, vous demanderont, il y aura toujours des employés publics qui vous demanderont leur salaire, vous ne pouvez pas simplement les chasser. De même, vous serez limité au niveau budgétaire. Vous ne pourrez pas tout à coup investir des sommes énormes comme les pays de l'OCDE à envoyer des grands chantiers d'infrastructures ou de reconversion d'une industrie ou d'un secteur. Malheureusement pas. L'information, cela est vrai. C'est un outil important des pays ACP, je pense, et j'espère que vous l'utiliserez. C'est une meilleure campagne, un meilleur changement des attitudes, une meilleure vision. Mais de nouveau, comme vous savez, il y a une certaine limite. Donc, qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste essentiellement, c'est la politique réglementaire. C'est ce qu'ont découvert beaucoup de pays qui ont survécu les derniers 20 ans à des grandes crises économiques, comme le Mexique, comme la Corée, comme certains pays de l'ex-Union soviétique. Ils se sont rendus compte que les autres politiques étaient plutôt coincées. Il fallait utiliser l'aspect réglementaire, l'aspect des lois pour permettre que les marchés, le marché, les entreprises, les entrepreneurs, les investisseurs puissent résoudre le problème, puissent être le moteur du développement. La crise fiscale et budgétaire encourage la réforme de la réglementation. C'est, je pense, une idée phare de cette présentation. Bien sûr, ce ne sera pas juste, parce que bien sûr, il est probable que les pays riches sont maintenant en train de faire ce que exactement ils avaient dit ne pas faire, et ils vont faire une grande expansion économique, ils vont faire de la grande dette, alors que ça fait à peu près 30 ans que les pays pauvres, on leur demande de ne pas faire trop de dette. Donc, mais c'est comme ça, c'est comme ça, et on le sent même en Europe, entre les pays qui peuvent, qui ont de l'argent, et qui peuvent réagir plus vite, pour les pays qui ne peuvent pas réagir plus vite, l'Italie, l'Espagne, etc. Mais c'est une constante, et ça le sera toujours. Et de nouveau, revenons à ce que l'on peut faire, et on peut faire de la réforme de la réglementation pour améliorer l'environnement des entreprises. À court terme, cela veut dire, en grande partie, qu'il faudra impérativement travailler sur l'agilité, préserver la trésorerie et l'emploi. Je pense que c'est une perte sèche qui peut se... Et vous verrez que beaucoup de changements réglementaires pendant la crise sanitaire et juste après, ça va être pour aider les entreprises à passer la courbe, à revoir, à attendre que la situation redémarre. Peut-être elle va redémarrer plus vite que l'on ne pense, on ne sait pas, on ne sait vraiment pas, et ça va être de nouveau certaines régions. Mais de nouveau, c'est nécessaire d'avoir de la trésorerie pour éviter le chômage et augmenter les inégalités. C'est ça, je pense, le principal moteur de l'action. De nouveau, et je me répète, c'est au niveau local que souvent on verra mieux ça, surtout dans les pays beaucoup plus décentralisés, où on peut obtenir au niveau des municipalités, au niveau des villes, une réaction beaucoup plus agile, beaucoup plus rapide pour essayer d'aider les entreprises. Par exemple, j'ai vu en Colombie des actions très ciblées au niveau des PME
pour essayer d'éviter surtout le chômage. Il y aura bien sûr l'information et l'apprentissage. L'apprentissage comme ce webinaire, mais je pense que, à la différence de 2008, 2009 ou même des crises par avant, il n'y avait pas cette énorme coopération d'information qui s'effectue maintenant et qui permet en quelque sorte d'apprendre en même temps ce que l'on peut, ce qui marche, ce qui ne marche pas. Par exemple, le Mexique a développé ce centre, je pourrais envoyer l'adresse mail, où on permet les différents États du Mexique, c'est un État fédéral, de voir comment ils ont réagi dans les différents secteurs, tant du niveau fiscal et des entreprises, mais aussi réglementaire et de l'information, comment ils peuvent donner de l'information aux entreprises, aux particuliers aussi, sur cette gestion de la crise et de l'après-crise. Durant la crise sanitaire, bien sûr, il faudra un soutien réglementaire particulier pour répondre. Ce sera donc souvent ce sera des règlements très draconiens, l'imposition d'éloignement physique, du confinement, et il y aura des pays où c'est interdit. Les Philippines, c'est tout à fait, pendant le confinement, on ne pouvait pas sortir, et on pouvait se retrouver en prison si on sortait. Il y a eu aussi des changements réglementaires pour permettre la production, la distribution, la meilleure gestion des stocks d'équipements de protection. Par exemple, il y a eu certains pays où on ne pouvait obtenir des masques professionnels que au compte-gouttes et que pour les professionnels. Donc, il y aura un développement réglementaire bien précis pendant la crise. Il y aura, et cela est de plus en plus net, il y aura déjà des choix, par contre. Et par exemple, j'ai dernièrement vu des études d'impact sur certains des premières actions, et il semblerait, selon cette étude d'impact, que le port du masque obligatoire permet, s'il est bien fait, s'il est bien compris, s'il est bien communiqué, de réduire le confinement. Donc, l'obligation du masque facial a un beaucoup moindre coût que d'arrêter toute une ville ou d'arrêter tout un pays. De nouveau, ça ne veut pas dire qu'il y aura des moments où il faut un confinement. Mais pour des pays, sûrement, ce serait d'abord probablement des outils comme le port de masque obligatoire qui ont des coûts-bénéfices bien meilleurs que par exemple des confinements ou surtout des confinements qui n'arrivent pas à être confinements, c'est-à-dire des confinements qui marchent mal et qui n'arrêtent pas la progression de la pandémie. Parce que le confinement, souvent, n'est qu'une seule cartouche. C'est difficile à reconfiner après un premier confinement sans véritablement imposer une loi martiale. Une autre chose, c'est que durant la crise, on voit tout de suite les gagnants, les perdants, mais aussi les zombies. C'est-à-dire, on ne sait pas s'ils vont survivre ou plutôt s'ils vont survivre et vont éviter de véritablement créer. Ceci, de nouveau, va changer pour chaque ville, pour chaque région. Ça va être très lié. Il y a certainement une règle type, c'est que les secteurs où il y a plus où la distanciation physique soit la plus difficile à réaliser seront les plus atteints. Donc, dès à présent, on sait que le tourisme, les restaurants, les voyages, les sports de masse, tout cela aura une liaison. Il y aura aussi un problème de classe démographique et de sanitaire de cette population qui peut permettre une action réglementaire beaucoup plus poussée, soit par exemple dans les maisons de retraite, ou soit par exemple les zones pour les jeunes ou les écoles. De nouveau, un grand débat que je ne vais pas ici en parler. On sait d'ailleurs que probablement certaines grandes entreprises auront plus de possibilités de gérer le distanciement physique que les petites entreprises. Donc, de nouveau, peut-être une possibilité de modérer ou de moduler les actions, les interventions selon les entreprises. Les autres actions réglementaires,
que l'on a vu, c'est ici la suspension des réglementations, la suspension des visites, d'ailleurs parce que les inspecteurs aussi ne sont pas protégés, la suspension, ou plutôt le renouvellement des autorisations. Par exemple, dans certains pays, il y a toutes les renouvellements ou toutes les formalités qui étaient en processus, par exemple, beaucoup de formalités de construction qui étaient en processus, souvent des formalités longues et fastidieuses, avec des délais bien précis. Tout cela a été automatiquement gelé pour éviter que créer une incertitude additionnelle aux entreprises. Il y a bien sûr le secteur informel, et nous savons que tous les pays, surtout pays pauvres, émergents, ont un énorme secteur informel qui vit à côté du formalisé. Ça peut être depuis les petits marchés jusqu'à des artisans ou même des petites boîtes plutôt autonomes. Ici, c'est beaucoup plus compliqué. Et là, je me permettrai de vous dire que c'est beaucoup moins intéressant. On sait d'un premier moment, c'est que on sait qu'on ne peut pas les arrêter. Là, un informel, son choix, c'est pas tellement je tombe malade ou je ne tombe pas malade, c'est je mange ou je ne mange pas. Et donc, on sait que même les réglementations les moins drastiques vont ne pas avoir de possibilité d'arrêter cela. Et donc, je pense qu'il faut trouver, par exemple, c'est à ce moment-là probablement qu'il faudrait voir l'utilisation des masques obligatoires, beaucoup plus que par exemple des confinements dans les milieux d'informalité. Il est plus, bien sûr, de travailler avec le secteur informel, c'est que ça va être souvent c'est où on va trouver l'innovation la plus rapide, c'est où l'on va voir la réserve d'emploi qui va pouvoir bouger rapidement vers un secteur ou un autre. Donc, de nouveau, c'est un cas particulier. Je ne vais pas trop le traiter peut-être pendant les questions, mais c'est un grand. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a encore très peu d'informations sur comment gérer ces grands ensembles d'économie informelle. La sortie sanitaire, on commence à la voir. Ce n'est pas encore très clair, mais que de nouveau, la crise sanitaire a permis par exemple, de voir certaines réglementations inefficaces. Beaucoup de réglementations étaient basées sur des risques qui n'étaient vraiment pas des risques comparés aux risques sanitaires actuels. Certaines réglementations étaient tellement périmées et coûteuses que sans application, il n'y a pas eu d'autres problèmes. Il y a aussi voir que certaines réglementations pourraient probablement permettre une croissance plus rapide dans d'autres secteurs, permettre par exemple des entreprises d'un secteur bouger dans un autre. De nouveau, il y aura certainement des réglementations différenciées pour les secteurs les plus touchés. La règle générale, c'est de nouveau la distanciation sociale. Ce n'est pas particulier, mais c'est donc là aussi, il y a eu dans tous les pays, il y a eu des améliorations particulières pour les restaurants, pour les bars, pour les transports. Et de nouveau, à moyen terme, certainement, il y aura des réglementations différentes pour les secteurs financiers, surtout s'il y a une deuxième vague, étant donné que la restructuration va impliquer beaucoup de banqueroutes, beaucoup de gens qui ne pourront pas payer. Certainement, ce que l'on a vu, et ça peut-être c'est aussi un des points forts de ma présentation, c'est qu'à court terme, le principal ennemi, c'est les formalités administratives. Tout ce coût et ce temps, ce risque, qui, sincèrement, c'est des évaluations ex ante. Toute la formalité, toutes les formalités, tous les permis, toutes les autorisations sont basées sur une évaluation a priori ex ante, alors que l'on sait que maintenant, le ex post, on ne le connaît pas. On sait aussi, et ça on le connaît depuis longtemps, que les formalités administratives, les formalités, les évaluations ex ante, souvent ne créent que des coûts. Et ce coût-là ne peut pas être résorbé par le consommateur qui produira après, quand l'activité sera en place. Donc, s'il y a
une focalisation de la réforme après la crise, c'est essayer d'éviter les formalités économiques et pas seulement les digitaliser, c'est carrément les éliminer ou au moins réduire leurs formalités à certaines grandes entreprises qui probablement auront plus de risques que les petites et moyennes. Donc, de nouveau, ici, il y a un énorme pan de travail pour réduire les formalités administratives qui souvent ne contrôlent plus le risque et qui ne font que créer des coûts et parfois même de la corruption. À plus long terme, il y aura certainement de nouveaux secteurs qui apparaîtront. Et là, ça va être des choix compliqués et difficiles. Probablement, ce sera le moment de réfléchir sur certaines réglementations parce qu'il y aura des secteurs qui ne reviendront pas. Il y aura des entreprises qui voudront changer de zone. Il y aura des entrepreneurs qui ne pourront plus recommencer exactement. Et donc ici, l'important de la réforme, ce sera permettre cette agilité, cette possibilité pour que le marché, les entrepreneurs, les investisseurs puissent retrouver les possibilités d'entreprendre, puissent revoir si on ne peut pas voyager, si on ne peut pas recevoir des touristes pendant 9 mois, qu'ils puissent faire autre chose. S'il y aura, par exemple, les restaurants étaient tous dans des endroits clos, comment peut-on faire pour que de plus en plus, surtout des pays de l'ACP, certains puissent se faire en terrasse ou une distanciation sociale puisse s'effectuer plus facilement? C'est ce que j'ai lu dans un pays africain. Donc, il y a des licences beaucoup plus faciles pour des restaurants à l'extérieur. Il y a certainement des possibilités vers la transition environnementale. En Europe, c'est un grand thème. L'Union européenne va être un des grands champions pour aider cette crise, pour non seulement résoudre les problèmes actuels, mais probablement se préparer à la plus prochaine grande crise, qui va être probablement celle du changement climatique. Je pense que c'est ici où on peut trouver des coïncidences, des synergies, des possibilités de bouger les choses. De toute façon, il y aura aussi une réflexion sur l'État et sur le régulateur. Non seulement à cause de la dette, non seulement parce que les États devront probablement s'occuper beaucoup plus du chômage, il y aura une réduction de comment faire les bureaucraties, les gouvernements moins chers pour leurs services aux entreprises, pour leurs services aux citoyens. Et de nouveau, cela, espérons, devrait alléger le coût et faire plus productifs les secteurs publics. D'ailleurs, c'est clair, c'est plus le secteur public est moins cher, plus il y a des ressources pour investir pour le redémarrage. Donc, de nouveau, je pense qu'à terme, il y aura une rediscussion de comment, qui paye quoi et pourquoi il faut tellement d'inspecteurs, pourquoi il faut tellement de bureaucrates, pourquoi. Et par rapport à la restructuration des économies. Qu'est-ce que l'on peut tirer comme leçon à quelques mois de la crise? Ben, il n'y en a pas beaucoup, mais au moins on commence à voir certains, en tout cas moi je commence à voir certains des axes. Premièrement, il y a eu un test de réalité. On a vu que certaines règles, on va commencer à voir que certains problèmes étaient là, qu'il y a depuis la gestion des hôpitaux jusqu'à la monoculture dans certains secteurs de certaines régions. Donc, il y aura sûrement une thèse de réalité face à un choc aussi brutal. De même pour les États, il y aura des États beaucoup plus, des bureaucraties beaucoup plus agiles, beaucoup plus innovantes, beaucoup plus proactives que d'autres. Je crois qu'on a vu aussi que la pandémie permet des changements de comportement beaucoup plus rapides qu'on ne le pensait. Non seulement le webinaire a permis, mais par exemple, je l'ai vu ici en France, comment les gens ont accepté des choses que personne ne croyait qu'on allait accepter. Des confinements très durs,
des ports du masque dans le métro, comment ça s'appelle, des changements dans les modes de travail des villes, etc. Donc, il y a un changement dans les comportements. L'évaluation des risques aussi va se faire, j'en ai parlé. Certaines des réglementations sont en train de viser des risques qui, comparés à le risque actuel de pandémie, de mort, de maladie, sont bien moindres. Et donc, le coût de ces réglementations vont être mis en cause. Si c'est pour résoudre un cas par 10 millions, alors que on est en train de perdre des milliers d'emplois et même de vies par rapport à cette pandémie, cela fera réfléchir sur le coût de certaines réglementations. Et bien sûr, il y aura plein d'innovations, je pense, plein d'innovations. Je le vois déjà, par exemple, l'utilisation de coupons dans certains États, dans certaines villes. Je vois aussi des reconnaissances mutuelles entre pays, de leurs règlements, pour essayer, par exemple, de permettre une meilleure aide sanitaire. Tout cela, la coopération au niveau de la recherche de vaccins, tout cela est très important. Il y aura certainement un leadership qui devra se remettre en place. Il y aura, comme je vous dis, beaucoup de démagogues qui disaient qu'ils avaient la solution, mais qui finalement ne l'avaient pas. Et donc, je pense que la pandémie va aussi être un test par rapport à ce manque de leadership qui va permettre la coordination et la coopération qui, dans un cas aussi fort, aussi terrible, vont être définitivement très, très, très importants. Les 3 défis fondamentaux que je vois, je pense que clairement, le gouvernement est là pour longtemps. Je pense que ce type de choc a besoin d'un gouvernement, je l'ai dit, d'un besoin de leadership. Je crois qu'il n'y a personne qui, je pense, pourrait défendre qu'il fallait laisser passer tout. Je crois que le gouvernement a une action prépondérante face à la crise. Par contre, ce que l'on ne sait pas très bien, c'est si les réglementations, il faudra les assouplir et jusqu'à où. Et là, on verra qu'il y aura tout à coup des coûts-bénéfices qu'il faudra faire. Des assouplissements par rapport à l'environnement, mais d'un autre côté, il y a le changement climatique, ou des assouplissements par rapport aux restaurants, oui, mais de l'autre côté, il y a des emplois. Donc, de nouveau, il y aura des questions et il faudra avoir des données, avoir des systèmes de réflexion. Je pense qu'il y aura aussi un danger du retour à un gouvernement suzerain. Je pense que comme vous êtes intéressé par l'environnement des entreprises, vous croyez dans la force de l'entrepreneuriat, du marché, et donc il y aura des problèmes si tout à coup certains États ont tendance à favoriser un champion ou favoriser les grandes entreprises au lieu des petites. Il y aura des options dirigistes, etc. Tout cela va créer des problèmes. Je crois que ça va créer des doutes et donc ce sera un défi qu'il faudra gérer au niveau national, probablement même international, mais aussi au niveau local. S'il faudra pousser ce secteur ou ne pas le pousser, il faudra laisser mourir un secteur ou laisser l'aider à se redévelopper. Ce sera des choix. Il y aura des problèmes de concurrence, certainement. Comme je vous ai dit, il y aura des pays, la pandémie aura un effet inégalitaire partout, dans les villes, parmi les entreprises. Comment gérer cela? La concurrence peut être très bonne, parfois elle peut être néfaste. Il faudra tout ça gérer dans les prochains mois, prochaines années. Je crois que j'ai fini la première partie et je pense que je voudrais avoir peut-être un premier retour de ce que j'ai dit. Il y aura une séquence, Diego va prendre la parole. Et peut-être si vous avez quelques instants, ce n'est pas une grande question de réflexion, mais je voudrais savoir, est-ce que votre gouvernement a envisagé une politique de réforme systématique réglementaire pour après la crise? Est-ce que votre gouvernement pourrait améliorer de nouveau dans le contexte d'amélioration de l'entreprise? Donc, je vous laisse quelques minutes pour répondre et je vais demander après à Diego de faire. D'ailleurs, il y aura une session de questions-réponses juste après où vous pourrez écrire vos questions et
et dire, je commence à voir les résultats et fait intéressant. Il y a pour l'instant 50% oui, 50% non. Et il y a 56 personnes qui ont voté. Donc c'est intéressant et c'est toujours 50-50. Ce qui est intéressant est ce que votre gouvernement a pensé à l'après-crise sanitaire. Et je pense qu'il faut, je sais que c'est important, mais il faut commencer à réfléchir comment sortir de cette crise, comment revoir cette crise, et non seulement comment en sortir, mais comment recommencer après la crise. Je crois que les positifs deviennent plus. Diego, est-ce que tu peux me dire si je continue ou je laisse encore un petit peu plus de temps? En fait, je pense que les participants peuvent continuer à répondre au sondage. Et entre-temps, on peut faire une petite pause pour les questions qui ont été posées, qui sont survenues lors de cette première partie. Donc, une première partie très, très intéressante. J'ai bien aimé les différentes options que les gouvernements peuvent avoir et le fait de devoir faire des choix, ce n'est pas facile, mais justement, dans une situation de crise, il faut bien les faire. C'est aussi très intéressant cette approche que, en fait, les mesures doivent varier, évidemment, selon le moment dans lequel on se trouve dans la crise. Et justement, le climat des affaires, l'amélioration du climat des affaires, c'est une des mesures les plus importantes à prendre dans une telle situation, notamment parce que comparativement, c'est des mesures qui ont un moindre coût. César, vous avez parlé de préserver les trésoreries et je trouve que c'est un sujet assez clair qu'il faut aussi envisager ces réformes justement parce que elles ont un coût moindre. Par contre, les champs d'action ainsi que les budgets entre les sphères nationales et infranationales, elles changent. Et une première question, est-ce que il y a une différence entre l'approche qu'on devrait prendre au niveau, que ce soit un pays ou que ce soit une ville ou un État, sur comment faire face à ces réformes? Comme je crois que dans une crise sanitaire aussi pointue, aussi localisée, certainement ceux qui seront au plus près des entreprises seront plus amènes. Ça ne veut pas dire qu'il y aura au niveau national ou fédéral, dans le cas des fédérations, une nécessité de gestion. Mais par exemple, on le voit bien, par exemple, dans les grands pays comme les États-Unis, comme l'Union européenne, pourquoi c'est tellement important d'être le plus près? On en parlera, mais par exemple, même au niveau du confinement, par exemple, c'est un outil très important, le confinement. C'est la meilleure manière de lutter contre la proximité, qui est véritablement ce qui cause la pandémie, c'est d'être proche et de se passer l'un aux autres. Et on voit que, par exemple, si on utilise un confinement trop généralisé, trop vite, pour tout un pays avec des milliers d'îles, c'est utiliser un énorme marteau. Les Philippines, le gouvernement, certains des personnes que je connais des Philippines ont dit que l'utilisation, par exemple, de confinement au niveau national sont trop drastiques. Il faut plutôt essayer bien sûr, de tester, de suivre la maladie, mais essayer d'être plus près pour essayer d'éviter d'avoir des confinements généraux qui finalement n'arrivent pas à résoudre tout le problème parce que l'informalité, parce que c'est très dur.
un confinement de plusieurs semaines, parce que même avec confinement, les hôpitaux n'arrivent pas à gérer. Donc, je pense que le local va étudier. L'un n'empêche pas l'autre, mais certainement, je crois que les pays doivent coordonner le plus rapidement possible au niveau local, c'est-à-dire créer des outils de coordination avec les villes, avec les municipalités, et heureusement, il y a des nouveaux médiums, des nouvelles plateformes. Nous avons vu celle du Mexique, mais il y en a d'autres où on peut essayer que ce soit les autorités locales qui puissent gérer la crise et probablement l'après-crise. Merci. Et justement, passons de cette différenciation, passons de cette de l'esphère ou la dichotomie nationale infranationale, passons à la dichotomie nationale internationale. Justement, Mariette nous pose une question à ce niveau-là. Quelle peut être ou quelles peuvent être les conséquences d'une forte réglementation dans les pays du Nord, dans les échanges avec les pays du Sud, que d'ailleurs n'ont pas entrepris des réglementations fortes? César, il faut enlever le... Quelqu'un me l'avait dit. C'est le problème des barrières non tarifaires, mais dans ce cas-ci, il y aura des barrières. Il y a une forte effort de certains pays, ou au moins des communications, dans la volonté de relocaliser. Je ne sais pas si ce sera réel ou pas. Donc, il y aura des impacts dans les flux de commerce et d'investissement. Comment les gérer? C'est difficile. Je pense qu'il y a des manières, il y a des moyens. Je crois qu'il y a aussi des institutions, en particulier l'OMC, pour essayer d'éviter que, par exemple, certaines barrières soi-disant sanitaires ne le soient que protectionnistes. De nouveau, c'est une raison importante pour laquelle les pays de la CPE doivent travailler ensemble. Parce que s'il y a des barrières fortes au niveau des autres blocs commerciaux, il n'y a que à travers un bloc commercial que l'on peut faire savoir que ceci est probablement illégal par rapport aux accords internationaux. Donc là, de nouveau, c'est un forum, un champ international qu'il faudra gérer, de se défendre, ou au moins de comprendre pourquoi certains blocs économiques vont essayer de se protéger sous prétexte de post-Covid et de ramener leur chaîne de production nationale. Merci César. On a encore quelques autres questions, mais il faut bien noter qu'on a une deuxième partie de questions à la fin. Donc, je vais les garder en pause pour ce moment-là. On a encore 30 minutes pour cette partie, ainsi que les autres questions qui peuvent arriver. Donc, je propose, César, que vous continuez avec la partie suivante. D'accord. Oui, je vais essayer, parce que c'est un peu ce qui... est-ce que j'ai contrôle? Parce que j'ai perdu le contrôle de ma... Non. Non, j'ai pas le contrôle. Pourquoi j'ai pas le contrôle? Pardon. J'ai perdu le contrôle de ma... Ah, zut. Voilà, je crois que c'est bon. Non. Je sais pas pourquoi mon appareil... J'ai pas le contrôle sur la... Peux-tu m'aider, Diego, pour contrôler mes slides? Je sais pas pourquoi j'ai perdu le contrôle. Je sais pas si c'est mon clavier. Peut-être que notre équipe technique peut... Et vous pouvez réessayer, César, en appuyant la flèche sur votre clavier? J'ai essayé.
J'essaie. Et ça ne marche pas. OK, Désolé. donc on va demander à notre équipe technique de prendre le contrôle et changer les diapositives à ce moment. Malheureusement, j'ai le curseur qui est là, mais qui ne. J'ai le curseur, mais j'arrive pas à bouger. Donc, César, je vous propose que vous continuez et vous disiez diapositive Donc, suivante et ça va être d'accord. changé. Bon, je suis désolé pour ce petit problème technique. Euh, donc, comment on répond? Comment on peut répondre? Je pense que là, il y a des processus, il y a une expérience. Comment répondre aux crises? Comme je vous l'avais dit, ce n'est pas la première fois où des chocs externes obligent les États à réagir et surtout à réagir avec ces énormes contraintes qui est de ne pas pouvoir faire de la dette et n'avoir pas d'argent pour intervenir directement auprès des entreprises. Et c'est dans ce sens-là, et j'ai parlé par exemple du Mexique, mais on peut le voir euh, pour la Corée dans les années 90. Je pourrais même dire que le Canada, à la fin des 90, ils se sont résolus à faire de la réforme de la réglementation avant d'aller demander de l'argent au Fonds monétaire, où ils avaient un gros problème de déficit fiscal. Donc, il y a une manière d'utiliser la réforme de la réglementation de manière systématique pour résoudre, pour répondre à des chocs externes du type Covid. Comment on le fait? D'habitude, il faut bien comprendre qu'il y a la politique, il y a les institutions et il y a les instruments. Et que tout cela s'est enjancé et que mieux c'est fait, mieux c'est rapide, plus c'est efficace. Comment une bonne politique doit avoir des institutions, avoir des champions pour les mettre en place, que les champions doivent savoir qu'il y a un choix d'outils, il y a une boîte à outils, que certains outils sont meilleurs que d'autres, qui sont meilleurs avant ou après, ou ici et pas là. Et donc, c'est dans cette approche que, par exemple, l'OCDE a travaillé depuis longtemps, que l'on peut voir une réponse à un choc externe comme la pandémie de Covid. Je pense aussi que cette approche, ce sera important aussi de voir que si on veut vraiment faire de la réforme de la réglementation, il faut aller au-delà de la simplification. La simplification, je vous l'ai dit, c'est important, et souvent, c'est à court terme. Mais si l'on veut essayer d'utiliser cette crise pour aller non seulement résoudre les problèmes, mais pouvoir récupérer, permettre une croissance plus rapide pour récupérer le temps perdu, récupérer les emplois perdus, récupérer les secteurs perdus, il faudra aller plutôt vers la cause des problèmes, plus que vers simplement les formalités, les autorisations, les licences. Cela, la simplification, c'est à court terme. Si on veut à moyen terme, je crois qu'il faut réfléchir au niveau de comment fonctionnent les marchés, comment fonctionnent les investisseurs pour leur aider à créer ces emplois, cette richesse nécessaire. Next, la prochaine. Ça y est. Ah, ça y est. Donc, ce que l'on voit, c'est, je vais m'attarder sur les institutions. Et ici, je crois qu'il est possible et préférable de bien diviser la sphère politique, de ceux qui prennent la décision, de la sphère technique. Il y a, par exemple, une des réponses que j'ai vues avoir le plus de succès, ce fut au Vietnam. Ils ont véritablement réussi à bien gérer la crise. Et c'est parce qu'ils ont établi très tôt une task force très puissante et une task force très technique, à la fois avec des médecins, mais avec des économistes et des experts, et qui ont permis cette unité technique de alimenter les décideurs et éviter que les décideurs ne puissent perdre du temps dans les recherches et la comparaison d'outils. Dans ce sens, l'unité technique, c'était le procurateur, les procureurs de la réforme. Ils essayaient d'analyser les données, analyser les choix, voir les options, les alternatives,
essayez de voir les coûts et les bénéfices des différentes approches, mais ne décidez pas. La décision devait être politique. Pourquoi politique? Parce que souvent, comme vous avez vu, les décisions sont importantes et impliquent souvent des énormes coûts à la liberté des individus, à l'organisation de l'économie, aux perdants et aux gagnants. Donc, il faut bien diviser la partie technique de la partie politique. C'est une chose que de plus en plus on sait faire, mais il faut bien comprendre que plus l'unité technique sera bonne, plus les décideurs auront des choix et pourront mieux décider. La stratégie, on verra rapidement qu'elle doit être transparente et comparative, comparative benchmarking. La pandémie va très vite et si on commence à avoir de mauvaises informations, on perdra la confiance et on perdra la possibilité d'agir. On l'avait vu, c'est essentiel pendant une crise et après crise si le régulateur, le gouvernement perd cette compétence. Une des meilleures manières de maintenir la compétence, c'est d'être transparent. Donc, ce n'est pas la peine de tricher sur le nombre de morts ou les nombres de tests, le nombre de villes. Je pense que faut utiliser cela. Et que justement, si on commence à avoir des fausses données, ça va être encore plus compliqué. Deuxième chose, la coopération réglementaire, surtout au niveau régional et étatique. Mais par exemple, de nouveau, au niveau de certains pays, comme l'ASEAN, comme la PEC, ou même l'OCDE, ces organisations ont permis de rapidement de partager les connaissances. Je crois que la capacité des organisations intergouvernementales n'a pas encore été utilisée au maximum. Je crois que peut-être l'ACP a un rôle important de diffusion et de comparaison de ce qui marche, de ce qui ne marche pas. De nouveau, on est en train encore de vivre une phase d'apprentissage et d'innovation et probablement parfois d'échec. Et donc, vaut mieux utiliser cette coopération et cette coopération internationale. Je pense que cette initiative de l'ICR est un puissant instrument dans ce sens-là. Finalement, je crois qu'on peut le faire thème par thème, réglementaire, mais une crise comme celle-ci, basée sur mon expérience, vaut mieux le faire plutôt systématiquement. Essayez de voir un peu tout l'environnement réglementaire, c'est-à-dire voir véritablement ce qui entoure la création d'entreprises, la création d'emplois. C'est dans ce sens-là, je pense, qu'on peut avoir. Et par exemple, il y a la guillotine réglementaire, c'est une approche systématique. On peut en parler pendant les questions. Mais par exemple, je voudrais voir comment Idaho, qui est un État des plus petits et les moins développés, les plus ruraux des États-Unis, comment ils ont rapidement mis en place une initiative face au Covid. 5 étapes, très faciles à faire. Toutes les règles suspendues ou modifiées pendant la pandémie devraient rester en suspens jusqu'à nouvel examen. C'est-à-dire qu'ils ont été très rapides pour suspendre beaucoup de réglementations économiques, pas sanitaires, économiques. La législature de l'État, dans ce cas-ci c'était un congrès, a créé une commission indépendante et bipartite pour étudier les règles suspendues. La commission identifie, étudie ces règles et les révise, révisées ou suspendues. La commission recommande les réformes et la suppression automatique de ces réformes, à moins qu'elles ne soient justifiées. Toutes les recommandations prises par la commission sont en effet automatiquement sont résolues, à moins que l'exécutif dise que non. C'est-à-dire, ici, vraiment, il y a une sorte de guillotine, c'est la charge de la preuve était vis-à-vis de l'État et du régulateur pour prouver qu'après la pandémie, leur règlement était encore bon. Donc, c'est de nouveau le principe de la guillotine, c'est toutes les réglementations sont coupables,
elles vont être guillotinées après la pandémie, à moins que les régulateurs peuvent prouver qu'elles peuvent créer encore des bénéfices après la pandémie. C'est très drastique, mais ça peut marcher, et ça a marché dans certains pays. Quelques outils, je ne vais pas en parler beaucoup, j'ai plus beaucoup de temps et j'aimerais qu'on en parle, mais par exemple, je vois que certains, par exemple le Mexique, lors de la crise du tequila, ils ont développé et ils continuent à développer un instrument qui, d'après moi, pourrait servir très vite. C'est faire un peu comme beaucoup de pays ont à la sortie des aéroports, où on doit prendre soit le couloir rouge ou soit le couloir vert, selon si on a ou pas, et c'est sur garantie d'inspection ex post, des choses interdites ou des affaires interdites ou des frais des douanes à payer. C'est la même chose pour les entreprises. Ici, ce que au Mexique ils ont développé, ils ont distillé 200 activités des 1100 qui se trouvent dans ce ICIQ, qui est la longue liste des activités. C'est la définition des activités économiques d'un pays. C'est développé par les Nations Unies, par l'UNEDO. Et donc, à partir de cette liste de 1200, ça dépend des pays, 1200 activités, le Mexique a détecté 200 qui, selon eux, à courte échelle, par des petites et moyennes entreprises, ont très peu d'impact. Eh bien, pour ces entreprises, il n'y a pas besoin de demander une permission pour commencer. C'est un début, un start-up automatique. Directement, vous voyez dans le schéma, après le registre, si cette vérification implique que cette activité a peu de risques, et si c'est une petite entreprise, il peut obtenir un certificat de d'ouverture automatique, pas d'autorisation, et peut commencer à travailler sans attendre, etc. Bien sûr, si c'est dans une des activités qui peut avoir un risque, il faut passer par le processus, souvent beaucoup plus complexe, de demande d'une licence d'opération. Par exemple, pour les grands investissements, d'un point de vue travail ou plutôt d'un point de vue environnemental. Et il y a certains cas où on peut ne pas obtenir l'opération. Mais ce couloir vert et rouge peut permettre un démarrage, et on l'a vu au Mexique, un démarrage de petites entreprises de type commerce, artisanal, de type restaurant, de type qui non seulement permet la création d'emplois, mais surtout permet de formaliser l'énorme économie informelle. De nouveau, c'est un outil pour un redémarrage rapide et la création d'emplois par les entreprises. Il faudra aussi, et ça va être un peu plus complexe, gérer les réglementations pour sortir du marché. On a parlé plusieurs fois des entreprises zombies, ces entreprises qui devraient peut-être avoir sorti du marché et qui pourraient probablement permettre que de nouvelles entreprises puissent rentrer dans ces marchés ou que sincèrement, cela n'utilise pas trop de capitaux, n'utilise pas la main-d'œuvre, n'utilise pas les techniciens. Et là aussi, je pense que dans une crise comme celle que l'on vit, il va falloir être très rapide pour que les cas les plus durs puissent passer le plus rapidement possible. C'est pas la peine de gérer des coûts tellement énormes pendant des années et des années qui vont freiner, qui vont créer un climat d'entreprise très néfaste, une récrimination terrible, donc, et surtout du capital sous-exploité. Comme on l'a vu, la crise pour les pays ACP, pour tous les pays émergents et surtout pour les plus pauvres, il n'y aura pas beaucoup de capital, même si l'Union européenne, la Banque mondiale, différents organismes de financement public permettront un certain financement. Comparé aux pays riches, il n'y en aura pas suffisant. Donc, il faut essayer de préserver un maximum de capital pour redémarrer l'économie. C'est un nouveau départ. Et donc, là, je fais allusion à tout le travail de la Banque mondiale dans le doing business. On peut en parler, mais là, il y a beaucoup de travail aussi pour essayer la sortie. Et bien sûr,
en préservant les garanties des créanciers du secteur financier, des gestionnaires et des salariés des entreprises qu'il faudra liquider, mais de nouveau en essayant de le faire le plus clairement, le plus rapidement possible, pour essayer de maximiser le capital, maximiser l'élan entrepreneurial de vos pays. Et il y aura bien sûr des abus et il faudra être clair et net pour les éviter. En conclusion, et j'ai été un peu plus long que je ne pensais, la crise va permettre, je pense, une révision de l'aspect réglementaire pour les entreprises. Il n'y aura pas tellement d'argent, ni il y aura peut-être pas beaucoup de possibilités que les États baissent encore plus leurs impôts, au contraire, probablement. Donc, il n'y aura que cet outil-là, la réglementation pour essayer de améliorer à nouveau l'environnement des entreprises. Et donc, c'est dans ce sens-là que je vous invite à réfléchir. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut faire que de la réforme de la réglementation. Il y aura beaucoup de choses à faire. Il y aura probablement de discussions sur la régulation à risque, comment gérer un risque face à un tel risque. Beaucoup de réglementations sont là, soi-disant, pour contrôler un risque qui probablement ne l'est pas. Et de nouveau, il y a toute une discussion là-dessus à faire. Il y aura aussi réviser la manière de comment les réglementations sont faites, c'est-à-dire le processus. Ici, de nouveau, je crois que certains de vous sont familiers à tout ce qui est la fiche d'impact pour bien voir et pour bien réviser ou vos révisions ex post. Et de nouveau, la possibilité de revoir la réglementation comme un outil essentiel de l'état de droit et pas comme un frein à l'entreprise, un frein au développement des entreprises. Laissez-moi terminer par souligner de nouveau que c'est, d'après moi, un axe d'amélioration beaucoup plus facile, mais ce n'est pas le seul. Il y aura du travail, il y aura beaucoup de travail, il y aura de la gouvernance publique. Si on ne le fait pas bien, il y aura un problème politique. Donc, on aura non seulement une crise sanitaire, une crise économique, mais une crise politique. Et là, c'est de nouveau bien au-delà de ce que l'on peut faire. Donc, il faut éviter cela. Il y aura des problèmes de gestion publique, de savoir comment et qui et comment, et la transparence, la lutte contre les abus, etc. C'est certain qu'une sortie de crise comme ça aura une marque pendant les prochaines années, probablement les prochaines décennies, de recréer des environnements soutenables, durables, transparents pour vos pays. Voilà, je termine, et il y aura encore des risques, et donc ce n'est que le début, mais je pense qu'il faut être clair et penser au futur, même dans une crise, pour voir que même après un long tunnel, il y a toujours une sortie. Voilà, je crois que j'ai terminé. Il y a eu une deuxième question que je voudrais vous poser. Est-ce que votre gouvernement a prévu un groupe de travail? Et là, je voudrais dire un groupe de travail pour l'amélioration des entreprises, pour atténuer les conséquences économiques. Je pense que c'est une question intéressante et qui est probablement liée à ce que Diego va vous parler au sujet des cliniques. Je vous remercie beaucoup. J'attends les questions. J'espère pouvoir répondre et j'espère que tout cela vous a été utile. Merci. Diego? Merci César, merci pour cette présentation. On arrive à la fin de la séance, mais on a encore quelques questions et quelques minutes pour cette dernière partie. Je vais aussi essayer de rassembler certaines des questions qui allaient dans la même direction. Donc, une question qui est survenue assez fréquemment, c'est celle des informels. Quoi faire du secteur informel? Vous l'avez mentionné un petit peu au début, et c'est vrai que c'est un secteur clé dans certains des pays ACP. Et le secteur informel
compte jusqu'à entre 70 et 80% de l'activité économique. Donc, que faire du secteur informel à ce niveau-là? Surtout parce qu'ils sont, par définition, en dehors de ces réglementations. C'est un thème très important, définitivement. Et s'ils sont informels, c'est que probablement la politique réglementaire aura très peu d'impact. Et donc, la création d'un système, d'un environnement pour les entreprises, de nouveau, une fois encore, ne pourra pas les gérer. Ils seront de nouveau externes à cela. Je pense qu'il y aura, pour les informels, beaucoup plus d'intervention au niveau sanitaire. Et donc, je pense que ce sera très important de la communication auprès d'eux. Communication surtout sur le masque, sur l'éloignement possible, de maintenir des barrières, tout cela. Je crois que c'est ce que l'on peut faire au début. Après la crise, je pense que c'est une des causes principales de l'informalité, c'est la difficulté d'entrer dans le marché et sortir du marché. Ils ne savent pas très bien ni quand ni comment entrer, et donc de nouveau un allègement des charges administratives, surtout à l'entrée, un allègement probablement, ou au moins une manière de gérer fiscalement ces entreprises informelles pourra aider. Mais je pense que de nouveau, ce sera essayer d'atténuer encore plus l'environnement. J'ai lu récemment, par exemple, dans les pays, dans les États de l'Inde, comment ils ont, en question de 3 mois, ils ont changé à peu près 20 lois au niveau fédéral et 100 lois au niveau étatique au sujet de la réglementation du travail. Ce qui est impressionnant, car si on étudie un peu l'informalité en Inde, c'est en grande partie les réglementations laborales qui créent ces microstructures. Il y a même des conglomérats de microstructures. Et on voit bien que, à cause de la pandémie, beaucoup d'États ont dû réviser ces règlements du travail qui étaient tellement difficiles à gérer et qui, en quelque sorte, ont créé un État beaucoup plus, une situation, un environnement beaucoup plus sain entre les informels et les non formels. S'il n'y a plus ces règles un peu lourdes de contribution, de syndicalisation, de taille qu'il fallait suivre ou pas suivre en Inde. Donc, de nouveau, c'est une occasion pour essayer d'atténuer les barrières d'entrée et revoir ces règlements qui parfois ne peuvent être utilisés que pour les très grandes entreprises, et encore, il y a d'autres alternatives à la réglementation. Et c'est ça, justement pour connecter cette idée des différents niveaux d'application de la réglementation. Vous parliez de réglementation nationale, fédérale, municipale même. Une des questions de nos participants, justement, parle de quelles sont les conséquences de ces réformes nationales sur les accords régionaux. D'ailleurs, on voit aussi comme une opportunité, notamment, on a des cas assez intéressants en Afrique d'initiatives d'amélioration du climat des affaires au niveau régional qui ont marché jusqu'à un certain point. Donc, vous avez quelque chose à ajouter à ce niveau-là? Je pense qu'il y a une possibilité définitivement pour une réglementation plutôt régionale. Il y aura probablement une application plutôt locale, mais par exemple, si cette pandémie montre quelque chose, c'est que la réglementation peut être une barrière, mais c'est peut-être aussi un outil et que l'on doit aller de plus en plus vers des régulations intelligentes et plutôt des régulations qui véritablement visent le risque de maladie, le risque d'accident, le risque d'abus, et que souvent ces règlements doivent être gérés comme des règlements techniques
et que ces règlements techniques, il vaut plutôt les faire au niveau supranational, c'est-à-dire régional, que local. Donc, je pense que pour beaucoup de pays de l'ACP, il y aura une fenêtre qui s'ouvrira pour la préparation de règlements, de meilleurs règlements techniques qui permettront une meilleure harmonisation et surtout une meilleure compréhension des risques. Parce que faire une réglementation des risques est plus coûteux, plus complexe, et bien sûr, ça amène une meilleur impact, moins de coûts, moins de bénéfices. Donc, je crois que c'est une opportunité que la pandémie va créer de la préparation de meilleurs règlements techniques au niveau régional, peut-être au niveau mondial. C'est aussi lié un peu à la question précédente sur les pays riches. Je crois que de plus en plus, les relations internationales vont être liées à ces règlements techniques qui sont nécessaires pour gérer le risque, mais qui peuvent rapidement devenir des barrières non tarifaires. Merci César. Donc juste pour clôturer, je sais qu'on a d'autres questions, mais on a encore juste quelques minutes. Si on peut passer au slide suivant, s'il vous plaît. Donc, comme je vous l'avais dit au début de cette séance, et ceux qui nous ont écrit aussi ont intérêt à voir quelles sont ces possibilités d'appui pour aller plus au fond dans ces solutions, dans ces mesures à entreprendre. Justement, à travers de la facilité ICR, on est convaincu que la réforme du climat des affaires, elle est d'autant plus importante en ce moment, juste pour mitiguer les effets dévastateurs de la crise actuelle, mais aussi pour entamer une reprise forte. Et ce fameux concept de reconstruire plus fort et de reconstruire mieux. Donc, comme je l'avais dit au tout début, après cette séance, pour vous, les participants et vos institutions, on a la possibilité d'offrir des séances personnalisées entre l'expert, dans ce cas-là, César Cordova, pour approfondir dans certaines de vos questions et pour parler plus en détail, examiner plus en détail vos cas particuliers, vos défis particuliers dans les sujets qui ont été mentionnés aujourd'hui. Je vois aussi que quelques questions vont aussi dans ce sens-là. Donc, justement, c'est une opportunité et c'est quelque chose que, à travers la facilité, on veut offrir aux participants. Évidemment, on ne peut pas répondre favorablement à toutes les demandes, mais on va recevoir votre demande. Et pour ça, écrivez-nous un courriel à l'adresse qui est sur l'écran, icrfacility@jz.de. Indiquez-nous quelle est votre organisation, évidemment, de quel pays ACP vous venez, ainsi que les questions que vous voulez poser pour déjà cadrer une potentielle séance personnalisée entre votre organisation et l'expert. Nous, on va bien recevoir ces demandes au cours de la semaine qui vient, jusqu'au 23 juillet. Donc, s'il vous plaît, envoyez-nous un courriel et on vous répondra. J'espère que cette séance vous a été utile. Je vois déjà quelques commentaires positifs. Merci beaucoup à tous ceux qui ont participé très activement. Je vous invite donc à continuer à nous suivre. On a d'autres webinaires justement dans ce cas de la réponse au Covid. Et je tiens aussi à vous rappeler que cette présentation sera disponible, je pense qu'elle est déjà disponible sur vos écrans en PDF, ainsi que la vidéo de cette conférence pour que vous pouvez la revisiter
ainsi que la partager avec vos collègues qui n'ont pas pu participer.